Le 19 septembre 1944, alors que les armées alliées avançaient depuis l'ouest et que les soviétiques exerçaient une pression depuis l'est, Heinrich Himmler, Reichsführer SS, signa les ordres qui allèrent donner naissance à une organisation chargée de porter le poids du dernier pari du nazisme pour sa survie. Son nom était Werwolf. Ce mot n'avait pas été choisi au hasard. Il provenait directement du roman Der Werwolf de Hermann Luntz, une épopée mettant en scène des guerrieros du XVIIe siècle combattant des envahisseurs dans la lande de Lunebourg. Ce roman, publié en 1910, s'était vendu à plus de 800 000 exemplaires en 1945. Il était, selon l'historien Walter Linden, le livre fondamental du mouvement völkisch allemand. Seul Mein Kampf le surpassait en termes de vente au sein du Reich. Le homme désigné pour diriger cette organisation était le SS Obergruppenführer Hans-Adolf Prützmann, un vétéran de la machine de terreur sur le front de l'Est. Prützmann avait rejoint les SS en 1930 et gravi les échelons à une vitesse impressionnante. Il était déjà lieutenant-général SS en 1935, année où Himmler assista personnellement à son mariage en Prusse orientale. Il avait servi en tant que HSSPF, au chef de la SS et de la police, à Hambourg, Königsberg, et pendant 2 ans et demi en Ukraine et dans le sud de la Russie, où il avait acquis une connaissance presque inégalée de la guérilla, après avoir supervisé personnellement les tentatives de négociation avec l'armée partisane ukrainienne et dirigé la retraite de la terre brûlée en Ukraine. Il était, du point de vue nazi, l'homme idéal pour mettre en place une guérilla d'après-guerre. La structure mise en place par Prützmann reflétait l'architecture du pouvoir de la SS. Son quartier général, appelé Bureau Prützmann, s'installa d'abord à Petz, près de Berlin, puis fut transféré à Rheinsberg, l'ancienne résidence de Frédéric le Grand, au nord-ouest de la capitale. Prützmann ne risquait pas de se retrouver cloué à une base. Il s'était doté d'un train privé que ses collaborateurs, avec une ironie amère, appelaient simplement le train. L'état-major immédiat comprenait le SA Brigadeführer Sibel, responsable de la formation et de l'administration technique, le colonel SS Dalken, spécialiste de la propagande et ancien commandant de la compagnie de propagande de la Waffen-SS, et Frau Maisch, qui dirigeait la branche féminine de l'organisation. Le territoire du Werwolf fut organisé selon les limites des districts de défense intérieure de la Wehrmacht, les Wehrkreise, et au sein de chacun d'eux, il était placé sous la supervision des HSSPF locaux qui devaient à leur tour nommer un commissaire Werwolf, rebaptisé par la suite commandant de l'Abwehr spécial. Prützmann préférait des officiers de l'armée pour ses postes locaux. Il voulait construire son organisation essentiellement civile autour d'un noyau militaire solide. Les jeunesses hitlériennes et la SA devaient nommer leurs propres commissaires régionaux pour maintenir le contact avec le mouvement SS, bien qu'il soit douteux que tous ces postes aient été pourvus. Les missions du Werwolf, telles qu'elles avaient été conçues, couvraient un large éventail d'actions. Sabotage des lignes de communication ennemies, en particulier ferroviaires, actes de sabotage politique et économique, élimination des collaborateurs, diffusion de propagande, infiltration des bureaux du gouvernement militaire allié, collecte de renseignements sur les voies d'approvisionnement et de transport ennemis et incitation de la population au boycott et à la résistance passive. Le Völkischer Beobachter, organe officiel du NSDAP, alla jusqu'à comparer la guérilla nazie aux attaques des sous-marins contre les convois alliés. Des groupes de chasseurs traquant des véhicules de 3 tonnes sans escorte, tout comme les U-boots abattaient des navires marchands isolés. Les groupes Werwolf recevaient des munitions dissimulées dans des dépôts secrets. Dans au moins un cas documenté, un membre du Werwolf a endossé l'identité d'un garde forestier pour surveiller des caches de matériel de sabotage enfouis dans les bois. Diverses agences gouvernementales et l'armée allemande ont mené des études détaillées sur l'utilisation de grottes naturelles comme grands entrepôts de ravitaillement clandestins. Les groupes laissés derrière les lignes ennemies s'appuyaient sur des bunkers souterrains cachés appelés « points forts » qui servaient de casernes et de postes de commandement. Dans le nord du Rhin, une trentaine de ces installations furent creusées par des mineurs de la Ruhr mis à disposition par la société minière Hibernia sous la supervision du directeur de la construction du mur de l'Ouest. Le principal moyen de communication avec les lignes allemandes était la radio sans fil.
bien qu'il existât également un projet vague visant à relier les galeries par un réseau téléphonique souterrain exploité par des techniciens des postes. Combien d'hommes comptait le Werwolf? Les documents et les déclarations ultérieures de Prutzmann et Sibel révèlent que le nombre de recrues a toujours été insuffisant. Jusqu'au dernier mois de la guerre, l'effectif total de l'organisation n'a probablement jamais dépassé 5 000 ou 6 000 guérilleros. Les recruteurs ont eu recours à des méthodes telles que la conscription directe de recrues plus âgées et la tromperie délibérée de volontaires potentiels par des descriptions vagues, voire carrément fausses, des activités qui leur seraient demandées, comme infiltrer les lignes ennemies en civil ou accepter des ampoules de poison à avaler en cas de capture imminente. Beaucoup de conscrits et de volontaires trompés ont déserté ou refusé de terminer leur formation. Himmler a réagi en menaçant les déserteurs d'être emprisonnés dans des camps de concentration. La formation des recrues combinait des supports originaux et des traductions de manuels soviétiques sur la guérilla. En janvier 1945, un manuel complet fut publié sous le titre Werwolf, Winke für Jagdeinheiten, Werwolf, instructions pour les unités de chasse. Les cours portaient notamment sur le sabotage, le code Morse, les communications radio, la reconnaissance du terrain et les techniques d'assassinat. Les instructeurs étaient pour la plupart des vétérans de la guerre anti-partisane sur le front de l'Est, des officiers de la Wehrmacht, de la Waffen-SS et des SS-Rangers d'Otto Skorzeny. Prutzmann avait d'ailleurs tenté de recruter Skorzeny à la tête du Werwolf. Lors d'une réunion des chefs de la sécurité SS en novembre 1944, Himmler proposa à Skorzeny de prendre le contrôle du mouvement. Prutzmann, qui était présent, baissa la tête et feuilleta ses papiers avec embarras, mais Skorzeny déclina poliment l'offre en prétextant qu'il avait déjà plus de travail qu'il ne pouvait en assumer. Il est évident que Skorzeny considérait le Werwolf comme une duplication inefficace et superflue de son propre programme des chasseurs SS. Il négocia toutefois par la suite des accords avec Prutzmann afin que les unités FAK, renseignements de front, participent au déploiement des groupes Werwolf. Le programme Werwolf ne se limitait pas à la guérilla de montagne et au sabotage de ponts. À mesure que le contrôle opérationnel du mouvement échappait à Prutzmann, le général eut recours à des méthodes plus macabres. L'une des plus troublantes était la possibilité d'assassinat de masse par empoisonnement. L'idée a pris forme concrètement en octobre 1944, lors d'une conférence organisée à Berlin sur ce sujet à l'Institut technique criminel KT1, le centre de recherche scientifique des SS et de la police. Prutzmann s'intéressa immédiatement au projet, en partie parce que le KT1 fournissait déjà aux Werwolf eux-mêmes des ampoules de suicide, de petites capsules que les agents devaient avaler s'ils risquaient d'être capturés. En peu de temps, l'ensemble du projet visant à empoisonner les ravitaillements ennemis fut transféré au département 4B du bureau Prutzmann, accompagné de grandes quantités de poison. Au début de l'année 1945, des essais sur l'injection de doses mortelles de méthanol dans des boissons alcoolisées, la méthode retenue lors de la conférence d'octobre comme la plus efficace pour empoisonner les spiritueux, avait été menée à bien et des essais se poursuivaient sur des produits chimiques plus exotiques. La connaissance de ces méthodes d'empoisonnement fut largement diffusée parmi les résistants nazis potentiels. Des unités spéciales furent déployées le long des fronts occidental et oriental avec pour mission de contaminer l'alcool et la nourriture que les troupes alliées et soviétiques étaient susceptibles de consommer. Ce fut, selon toute vraisemblance, le plus réussi de tous les programmes Werwolf en termes de victimes causées, et ses effets se prolongèrent bien au-delà de la période d'après-guerre. Le chirurgien général des forces américaines en Europe rapporta qu'entre février et juillet 1945, 188 soldats étaient morts à cause du méthanol présent dans les boissons alcoolisées. En 1946 encore, 2 soldats américains à Ludwigsburg sont décédés après avoir consommé du schnapps tellement chargé d'ingrédients nocifs que les autorités ont qualifié sa vente de forme organisée de sabotage. En réponse, le commandement américain a ordonné à ses forces dans le sud de l'Allemagne de s'abstenir d'utiliser les denrées alimentaires allemandes capturées, même lorsque celles-ci dépassaient les capacités de leurs unités d'approvisionnement.
Les pertes soviétiques en Europe de l'Est ont probablement été encore plus élevées. Le quartier général de l'Armée rouge en Autriche a émis un avertissement à l'été 1945, signalant que de nombreux décès étaient dus à la consommation de spiritueux toxiques laissés intentionnellement par les nazis. Le projet ne s'est pas limité aux poisons alimentaires. Lorsque les Allemands ont découvert, grâce à leurs services de renseignement, que le chef avait autorisé l'éventuelle utilisation de gaz non létaux contre des détachements du Wehrwolf ou des forces allemandes qui résisteraient après la fin de la résistance organisée, cette découverte a encouragé les jacobins nazis tels que Goebbels qui cherchaient une occasion d'utiliser les propres réserves allemandes de gaz toxique. Au cours des dernières semaines de la guerre, le ministère de l'Armement a subi des pressions pour transférer ces substances au Wehrwolf et à d'autres groupes de guérilla. Albert Speer a déclaré après la guerre aux enquêteurs britanniques que des fonctionnaires du Wehrwolf avaient été envoyés de son agence au département de l'armement de la Wehrmacht, qui a fourni le matériel. Il n'existe aucune preuve que ces réserves aient été utilisées par le Wehrwolf, bien que les forces alliées en progression aient découvert des caches souterraines de gaz toxiques et d'autres substances de guerre chimique, ainsi que des usines pilotes secrètes apparemment conçues pour lancer la production supplémentaire de ce matériel une fois l'occupation ennemie établie. La société IG Farben avait produit ces réserves de gaz, ainsi qu'un liquide hautement inflammable appelé N-Stoff, qui s'enflammait au contact et dégageait des émanations toxiques. Le sabotage des infrastructures complétait cet arsenal destructeur. Dans le quartier de Lichtenburg à Berlin, un groupe de démolition Wehrwolf se présenta dans les locaux du service des eaux du district avec une bombe, mais fut repoussé par d'anciens employés syndiqués, organisés par un pasteur local. À Trèves, la centrale électrique avait été préparée pour être détruite par des saboteurs restés sur place, mais les explosifs furent découverts par les troupes américaines avant qu'ils ne puissent être déclenchés. À Krefeld, un agent nazi soupçonné d'être un démolisseur a été appréhendé par le CIIC après un incendie survenu aux usines Siempelkamp. Siempelkamp était le premier grand fabricant d'armes capturé par les Alliés et le feu a détruit plusieurs plans de construction, des formules et des pièces de machines complexes qui constituaient le cœur fonctionnel de l'usine. En Rhénanie, les Wehrwolf ont fait sauter un poste de commandement américain à Mutzenach le 28 mars 1945, tuant au passage le maire du village. Quelques semaines plus tard, ils ont également détruit une école à Neuss, mais cette attaque n'a fait aucune victime américaine, car les troupes qui utilisaient le bâtiment comme caserne l'avaient quitté peu avant l'explosion. À Brême, un commissariat de police miné juste avant l'arrivée des Britanniques a explosé le matin du 4 juin 1945, tuant 5 Américains et 39 Allemands et blessant un nombre bien plus important de personnes. L'explosion fut particulièrement grave car la détonation initiale a déclenché l'explosion d'un énorme dépôt d'armes et de munitions stockées dans le bâtiment. Sur le front de l'Est, un rapport des services de renseignement soviétiques suggérait que les Allemands avaient l'intention de faire sauter diverses structures situées dans l'arrière-garde soviétique 15 à 20 jours après leur prise par l'Armée rouge. En mars 1945, des experts en démolition du groupe Wehrwolf du KT-Point de Berlin participèrent à un plan complexe visant à faire sauter le somptueux domaine de Hermann Göring en Allemagne de l'Est, Karinhal, sous les pieds des soldats soviétiques. Le plan prévoyait que des agents restés sur place réduisent le domaine en ruine, tandis que les soldats soviétiques y dispersaient à la recherche de luxe et de butin. Il fut abandonné uniquement en raison de contraintes techniques. Il était trop difficile de dissimuler suffisamment d'explosifs dans le sous-sol de l'immense manoir. Non content de la destruction matérielle, le régime agonisant a également orchestré la ruine du patrimoine culturel de la nation. En mars et avril 1945, les Gauleiter de Berlin, de Saxe, de Saxe-Anhalt, de Thuringe et du Haut-Danube ont reçu l'ordre de faire sauter les dépôts d'œuvres d'art qui avaient été transférés dans leur Gau afin de les protéger des bombardements. Dans la capitale, de jeunes fanatiques du Wehrwolf ont pris d'assaut un dépôt d'œuvres d'art mis en place par le musée de Berlin dans la tour anti-aérienne de Friedrichshain, qui était défendu par les forces allemandes jusqu'à la nuit du 2 au 3 mai. Conservées dans ce sanctuaire, des pièces du patrimoine de l'humanité qui avaient survécu au passage du temps ont été détruites par les propres gardiens du Reich lors de 2 assauts. La seconde, à la mi-mai, a rasé le contenu de 3 étages entiers de la tour.
la Galerie nationale du musée de Berlin, sa galerie de peinture, diverses collections d'antiquités et de sculptures, ainsi que les fonds des musées égyptiens, merkish, des arts et ethnologiques. Les pertes comprenaient 800 pièces de terre cuite grecque, 300 vases antiques, 440 et une sculpture, et 2800 objets en verre ancien, ainsi que des milliers d'œuvres d'art diverses. Le coût pour le musée de Berlin fut supérieur à l'ensemble des dommages subis lors des bombardements ennemis ou de la guerre terrestre. Les menaces verbales et l'intimidation visuelle complétaient l'arsenal psychologique. À partir de mars 1945, des fanatiques du Werwolf peignaient sur les murs des villes des slogans tels que « Attention, traître, le Werwolf te surveille » et « Quiconque abandonne le Führer sera pendu comme un traître ». Les runes rouges du Werwolf commencèrent à apparaître peintes sur les portes des collaborateurs potentiels. Les prêtres catholiques et protestants devinrent des cibles privilégiées, car le régime les soupçonnait de prêcher une doctrine de conciliation chrétienne avec les Alliés et parce que, une fois l'administration nazie évacuée ou détruite, l'Église resterait la seule institution capable de servir de médiateur entre les vainqueurs et la population vaincue. « Il y aura ici un beau champ d'action pour nos groupes de terreur », déclara Goebbels en référence au clergé. Plusieurs prêtres furent attaqués et ceux qui ne l'étaient pas furent avertis de garder une attitude hostile envers les assassins de nos épouses et de nos enfants. Le paradoxe final était que le régime qui avait promis la plus grande des victoires finissait par se retourner entièrement contre son propre peuple. Le 13 février 1945, le ministère de la Justice autorisa la mise en place de tribunaux sommaires dans les zones du Reich menacées par l'ennemi. Bormann suspendit les procédures des tribunaux du parti au profit de jugements sommaires rendus par des dirigeants politiques compétents et jugea ce document si essentiel, compte tenu de l'état d'esprit ambiant, qu'il le fit circuler parmi ses Gauleiter. Vint ensuite les ordres du drapeau, extrajudiciaires, stipulant que quiconque hisserait un drapeau blanc serait passible d'exécution immédiate. Le nazisme, comme l'a souligné le journaliste Sebastian Haffner, s'était finalement retourné contre les Allemands eux-mêmes, sa dernière victime, si la population ne voulait pas participer fidèlement à une véritable guerre du peuple. Elle serait punie dans un dernier élan de destruction. Le satiriste libéral Erich Kästner a saisi l'horreur en une phrase lapidaire. « Les Ludendorff perdent nos guerres, tandis que les Erzberger perdent la vie. » Le dimanche des Rameaux, le 25 mars 1945 à 23h, un homme du nom de Franz Oppenhoff quitta la maison de ses voisins à Aix-la-Chapelle et se dirigea vers la sienne sous un ciel dégagé. Il avait 42 ans, était avocat de formation, avait obtenu son diplôme à l'université de Cologne et, depuis le 31 octobre 1944, était l'Oberbürgermeister, le maire suprême, d'Aix-la-Chapelle, la première ville allemande prise par les Alliés. Un homme qui avait survécu à la Gestapo, qui s'était enfui à Eupen en Belgique avec sa femme et ses filles en septembre 1944 pour échapper à la persécution, qui avait été choisi par les Américains précisément parce qu'il n'était pas nazi. 5 minutes après avoir quitté la fête chez ses voisins, Oppenhoff était mort. 3 assassins l'attendaient sur le pas de sa porte, se faisant passer pour des pilotes allemands abattus à la recherche des lignes allemandes. L'un d'eux, le SS-Unterscharführer Joseph Leitgeb, a crié « Heil Hitler » et lui a tiré une balle dans la tête. La mission avait été conçue sous le nom de code Unternehmen Karneval, opération Carnaval, et ordonnée personnellement par Heinrich Himmler. Elle fut planifiée par Prutzmann, qui chargea le HSS PF West, Karl Guttenberger, de constituer une équipe spéciale. Guttenberger choisit comme chef un ancien volontaire des SS Rangers, le lieutenant Herbert Wenzel, qui recruta sa propre petite équipe. L'équipe finale était composée de 6 personnes. Wenzel, l'Autrichien Unterscharführer Joseph Leitgeb, les anciens agents de la police des frontières Karl-Heinz Hennemann et Georg Heidorn comme guides dans la région d'Aix-la-Chapelle, une jeune fille de 22 ans nommée Ilse Hirsch, issue du mouvement des jeunesses hitlériennes, et un jeune homme de 16 ans nommé Erich Morgenschweiss, recruté directement au camp d'entraînement Werwolf de Hülschrath. Tous étaient conscients dès le départ que les Alliés considéreraient probablement l'assassinat d'Oppenhoff comme un crime de guerre.
Ils savaient que s'ils étaient capturés et que leur mission était découverte, ils seraient traités comme les commandos anglophones qui avaient revêtu des uniformes capturés et avaient été parachutés derrière les lignes alliées pendant la bataille des Ardennes. Ceux-ci avaient été jugés sommairement, attachés à des poteaux et fusillés. Aucun d'entre eux ne recula. Dans la nuit du 20 mars, les 6 parachutistes ont sauté d'un bombardier B-17 capturé, un avion de fabrication américaine aux mains des nazis appartenant au Kampfgeschwader 200, et ont atterri dans les forêts près de Jemenick, dans le triangle frontalier entre la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. En franchissant la frontière allemande, ils ont tué un garde-frontière néerlandais qui s'était présenté par hasard. Ils ont ensuite établi un campement et Ilse Hirsch, qui s'était séparée du groupe, s'est rendue seule à Aix-la-Chapelle, où elle a contacté une amie des jeunesses hitlériennes féminines, la BDM, afin de découvrir le lieu exact où se trouvait Oppenhoff. Le 25 mars, dimanche des Rameaux, Wenzel, Leitgeb et un autre se sont rendus chez Oppenhoff. Ils l'ont fait appeler depuis le domicile de ses voisins sous prétexte d'avoir besoin d'indications. Wenzel a hésité. Pas Leitgeb. Le coup de feu à la tête a été tiré à bout portant. Un patrouilleur américain qui vérifiait une ligne téléphonique coupée auparavant par Wenzel arriva quelques instants après que les assassins se furent dispersés. En fuyant Aix-la-Chapelle, Leitgeb marcha sur une mine antipersonnelle et fut déchiqueté. Ilse Hirsch trébucha sur un fil barbelé et l'explosion lui déchira le genou. Elle survécut. Lors du procès qui a suivi, Hennemann et Heidorn ont été condamnés à des peines de prison. Hirsch a été acquitté. Morgen Schweiss avait 16 ans et n'était pas encore pénalement responsable. Wenzel n'a jamais été retrouvé. Les conséquences de l'exécution d'Oppenhoff se firent immédiatement sentir. À Aix-la-Chapelle, où il était déjà difficile de trouver des Allemands disposés à accepter le poste de maire, la tâche devint pratiquement impossible. De nombreuses personnes qui avaient accepté des nominations dans d'autres villes rhénanes démissionnèrent ou ne se présentèrent tout simplement pas à leur poste lorsqu'elles apprirent le sort réservé au maire d'Aix-la-Chapelle. À Stuttgart, encore sous contrôle nazi, l'Oberbürgermeister Strölin lui-même écrivit au HSSPF local, Hoffmann, se plaignant que ce mouvement menaçait non seulement les collaborateurs dans les territoires occupés, mais aussi les fonctionnaires civils dans les zones encore allemandes qui se préparaient à faciliter la transition. Strölin craignait, à juste titre, d'être déjà surveillé par des équipes d'élimination Werwolf. Joseph Goebbels se chargea d'amplifier la terreur propagandiste. Le 1er avril 1945, une station de radio clandestine se faisant appeler Radio Werwolf a commencé à émettre. Goebbels a lui-même pris la parole, informant le monde que les Allemands disposèrent d'un système de tribunaux secrets chargés d'exécuter des condamnations à mort par justice populaire. Prutzmann a aussitôt ordonné à chaque nazi loyal d'assassiner tous les maires des territoires sous contrôle allié. S'il y a bien un élément du Werwolf qui inquiétait davantage les Alliés que tout autre, c'était celui des jeunesses hitlériennes. Depuis leur fondation en 1922, les HJ s'étaient développés pour devenir un mouvement de masse dont l'adhésion était obligatoire dès avant la guerre. Au milieu des années 1930, l'armée et les SS fournissaient déjà des instructeurs pour les exercices des HJ et organisaient des stages spéciaux avec des vétérans de la Grande Guerre. En 1938, plus d'1 million de jeunes étaient inscrits à des programmes de tir. À partir de 1943, les HJ fournissaient du personnel pour les batteries de DCA. Des adolescents exposés pour la première fois au feu ennemi dans une zone de droit qui se demandait si les auxiliaires de la DCA, en demi-uniforme, étaient des soldats protégés par la Convention de Genève ou simplement des francs-tireurs. Le grand pas vers la guérilla a été franchi à l'automne 1944. Le chef d'état-major des jeunesses hitlériennes, HJ, Helmut Möckel, proposa en août de cette année-là de former 100 000 jeunes pour constituer des escadrons d'autodéfense, capables de combattre aussi bien les civils défaitistes à l'intérieur du pays que les guérilleros ennemis aux frontières du Reich. Lorsque l'occupation américaine menaça le Palatinat en février 1945, une forte tendance à adopter des attitudes de plus en plus dominantes se manifesta parmi les dirigeants de la HJ. Les jeunes dirigeants insistaient pour obtenir davantage d'influence et des postes importants, et dans certains cas, ils prirent le contrôle du Volkssturm, évinçant les officiers de l'armée.
En décembre 1944 ou janvier 1945, une conférence réunissant des dirigeants SS et de la HJ se tint à Potsdam, rassemblant à la fois Prützmann et le HJ Brigadeführer Klaus Düsingen, Hesse, élu en octobre 1944 pour diriger l'ensemble du programme de guérilla des jeunesses hitlériennes. Il fut décidé que l'état-major de Klaus serait rattaché au bureau Prützmann et fonctionnerait comme une branche subordonnée du Wehrwolf. Dorénavant, les groupes ou individus des jeunesses hitlériennes seraient organisés sous la direction tactique des commandants SS et de la police. Le mot de code Wehrwolf fut appliqué pour la première fois au programme de guérilla des HJ, précisément au cours de ces semaines-là. Le recrutement suivait un schéma bien défini. Les bureaux régionaux des jeunesses hitlériennes contactaient les dirigeants locaux et leur ordonnaient de sélectionner entre 6 et 12 candidats pour la formation Wehrwolf. Les candidats sélectionnés devaient être politiquement fiables et intelligents, et surtout ne pas être des membres éminents de l'organisation afin de passer inaperçus. Des filles du BDM étaient également choisies, principalement comme opératrices radio. Rien que dans la marche du Nord, Frise/Schleswig-Holstein, il y avait 20 chefs locaux, dont seulement 5 furent choisis pour organiser des opérations Wehrwolf. Les cours de formation les plus intensifs étaient dispensés dans les camps d'entraînement à la défense ou dans d'autres institutions liées au HJ. 2 garçons capturés par les Américains ont raconté avoir été recrutés dans une école d'instructeurs sportifs de la HJ en mars 1945, d'où ils se sont rendus dans un camp d'entraînement Wehrwolf appelé ABS Roda-Run, où ils ont été formés à la propagande clandestine et au sabotage mineur. L'accent était particulièrement mis sur des techniques telles que la coupure des lignes téléphoniques, puis le rebouchage temporaire des coupures pour retarder la détection. Des cours à caractère plus strictement militaire, dispensés dans un camp des jeunesses hitlériennes situé dans le Palatinat, à Waldmor, montraient comment des sous-officiers SS enseignaient l'orientation à des recrues âgées de 15 et 16 ans, tout en les soumettant à des exercices de combat nocturnes. À l'extrémité la plus jeune du spectre, l'un des premiers agents de guérilla capturés en Belgique orientale au plus fort de la bataille des Ardennes était un garçon de 12 ans. Il a raconté avoir reçu des instructions d'un sergent SS en retraite en septembre 1944 qui lui avait ordonné de récupérer des armes et de commettre des actes de sabotage. Plusieurs équipes des HJ en Alsace ont modifié la signalisation routière, coupé des câbles et répandu des clous sur la route principale de Saverne. Les Américains considéraient ces groupes comme une menace pour la sécurité d'une ampleur considérable. Une fois que les forces américaines eurent pénétré profondément dans la région du Rhin, le nombre d'agents HJ Wehrwolf derrière les lignes alliées passa de quelques dizaines à plusieurs centaines. Au cours des 24 heures documentées du 23 février 1945, 2 éclaireurs HJ furent appréhendés alors qu'ils tentaient d'espionner les mouvements de troupes sur la route reliant Gangelt à Geilenkirchen. 2 autres ont été arrêtés par la 104e division d'infanterie. 10 croiseurs de ligne, HJ, ont été interceptés par la 7e division blindée. 5 agents radio du BDM ont été capturés par le CIIC à Krefeld. 15 guérilleros HJ ont été arrêtés près de Bonn entre le 18 et le 22 mars, tous équipés de kits de sabotage. Le schéma était indéniable. Pour l'armée américaine, ces actions n'étaient pas des espiègleries d'adolescents. Il s'agissait d'opérations délibérées de renseignement et de sabotage menées par des mineurs qui avaient été endoctrinés dès le berceau pour mourir pour le Führer. Un agent du corps de contre-espionnage américain, CIMC, nota dans son rapport que seuls les adolescents avaient le fanatisme et la croyance inébranlable en la victoire nécessaire pour se lancer dans le travail Wehrwolf. Parmi tous les plans de survie post-capitulation que les dirigeants nazis ont élaborés au cours des derniers mois du Reich, aucun n'était aussi méticuleusement préparé ni aussi troublant dans ses implications que celui du Reichsjugendführer Arthur Axmann. Axmann était né le 18 février 1913 à Hagen, en Westphalie. Il fonda le premier groupe des jeunesses hitlériennes dans cette région en 1928, fut appelé à Berlin en 1932 en tant que chef régional nazi, puis, en août 1940, fut nommé Reichsjugendführer, chef suprême des jeunesses hitlériennes dans tout le Reich, succédant ainsi à Baldur von Schirach.
Il fut grièvement blessé sur le front de l'Est en 1941, perdant son bras droit au sein de la 23e division d'infanterie. Il proposa personnellement à Himmler la création de ce qui allait devenir la 12e division SS Panzer, Hitlerjugend, et Hitler l'approuva. Il fut parmi les derniers à se trouver dans le Führerbunker le 30 avril 1945. Il a témoigné avoir vu les cadavres de Martin Bormann et du médecin SS Ludwig Stumpfegger près de la gare de triage de la Stettiner Bahnhof alors qu'il fuyait Berlin, encerclé par l'armée rouge. Le plan Axmann, comme il fut par la suite baptisé par les enquêteurs alliés, prit forme en mars et avril 1945. Dans un premier temps, le quartier général de la direction de la jeunesse du Reich fut transféré de Berlin au siège d'une école d'élite de la HJ à Bad Tölz, dans les Alpes bavaroises. Les plans prévoyaient de transférer 35 000 dirigeants de la HJ vers les hautes terres inaccessibles du sud de l'Allemagne et de la Bohême, d'où ils pourraient maintenir leur cohésion et harceler les forces d'occupation. Axmann anticipait une guerre imminente entre les puissances occidentales et l'Union soviétique, de sorte que pour lui, l'astuce consistait à leur seul espoir de survie était de rester unis jusqu'à ce que les HJ puissent se joindre aux alliés occidentaux pour une campagne finale contre les hordes de l'Est. Des messagers furent envoyés aux quatre coins du Reich, Erich Schröder vers le nord, Ernst Overbeck vers l'ouest, Hans Winter vers le sud-est, Gottfried Grissmayr vers l'Autriche et la Bohême. Ils avaient pour ordre de faire battre en retraite les chefs locaux de la HJ vers le sud. On leur disait qu'il n'était pas nécessaire de se présenter avec des armes et du matériel, car la Wehrmacht leur fournirait des provisions pour 6 mois. Si l'évacuation s'avérait impossible, les organisateurs devaient se camoufler et attendre que le climat devienne favorable au travail clandestin. Grissmayr suivit ce plan en Bohême. Il envoya des garçons armés de la HJ dans les forêts et prit personnellement en charge leur éducation spirituelle. Le 5 mai 1945, lui et d'autres dirigeants SS et de la HJ se réunirent dans la ville de Prachatitz, où ils fondèrent un NSDAP rajeuni, fondé sur un nouveau programme en 10 points. L'aspect véritablement génial du plan Axmann résidait dans la mise en place d'une source de financement continue et auto-renouvelable pour l'activité du Werwolf. Axmann nomma son principal adjoint, le général de division de la H-Jap Frank de Dresde, à la tête de la branche politico-militaire du Werwolf alpin. Frank reçut 50 000 marks pour s'établir en ouvrant une maison d'édition de littérature jeunesse. Grâce à cet argent, il s'installa finalement à Marbourg. Plus important encore, Axmann transféra également une somme bien plus importante au responsable financier du mouvement, un fonctionnaire de la HJ nommé Heidemann qui s'était installé à Bad Tölz. Dans les derniers jours précédant la capitulation, le trésorier du Reich remit 10 millions de marks supplémentaires à un fonctionnaire de la HJ nommé Dreblow, qui transmit une grande partie de cet argent à Heidemann. Grâce à ce capital, Heidemann a réalisé fin avril 1945 un investissement retentissant. Il a racheté Tessmann et Fils, une entreprise de transport disposant de succursales dans toute l'Allemagne. Tessmann devint la base des opérations de Heidemann, car sa nature d'entreprise de transport améliorait les communications du Werwolf, et ses activités dans le domaine de l'alimentation et du charbon lui permettaient d'être en contact direct avec le gouvernement militaire américain, en particulier avec le GML peu rigoureux du général Patton en Bavière. Heidemann s'est révélé être un homme d'affaires avisé. À la fin de l'année 1945, il avait racheté 6 autres entreprises et étendu ses activités aux zones américaines et britanniques, et même jusqu'en Autriche. Un vaste réseau de contacts s'est constitué avec certains des plus grands noms du monde des affaires allemands, notamment la famille Krupp, qui a usé de son influence pour faciliter l'expansion de Heidemann vers la Ruhr. Parallèlement, dans la zone britannique, le chef du bureau du personnel de la jeunesse hitlérienne, ajoute Willy Loel, qui s'était retrouvé bloqué à Oldenburg à la fin de la guerre, commença à se réorganiser de manière spontanée. En juillet 1945, Loel estima qu'il était temps d'agir et rencontra les lieutenants généraux Kurt Badaus et Ernst Overbeck pour présider à la consolidation progressive d'un mouvement de dirigeants de la HJ partageant les mêmes idées. Ils l'appelèrent la Société des Justes. Son volet économique, contrairement à son équivalent dans la zone américaine, était sous-développé.
Privé des injections de fonds de dernière minute du parti qui auraient permis d'acheter une entreprise importante, Lowell et ses compagnons perdirent leur temps avec des projets amateurs visant à financer des activités subversives par l'apiculture, la vente d'objets artisanaux et la gestion d'un spectacle itinérant de marionnettes. Gustav Memminger, chef de la H.J. Werwolf Rhénan, fut désigné comme intermédiaire entre les mouvements du Nord et du Sud. En novembre 1945, Axmann se rendit en personne dans la zone britannique où il rencontra Overbeck, Memminger, Winter et d'autres dirigeants du HJ à Lübeck. Dans le résumé du programme de la conspiration rédigé par Memminger et retrouvé parmi ses effets personnels après son arrestation, le texte indiquait « Préservation de la substance nationale, l'Allemagne telle qu'elle existait en 1933, sans objectif impérialiste. Le génie allemand est le dernier rempart contre le bolchevisme. Les 12 dernières années n'ont pas été vaines, car de nombreux principes et réalisations des nationaux-socialistes ont été intégrés dans les partis actuels. » Les services de contre-espionnage alliés n'ont pas tardé à réagir. Dès juin 1945, le CIC avait des soupçons sur l'entreprise Tessmann et plusieurs agents infiltrés ont été envoyés pour infiltrer la société. À l'automne, ces agents avaient compris toute l'importance du conglomérat Heidemann. Les Britanniques avaient également lancé des opérations d'infiltration au sein du mouvement clandestin HJIT dans leur zone, notamment en retournant l'un de ses dirigeants, Günther Ebeling. À la fin de l'année 1945, les Alliés avaient obtenu des listes de membres et de sympathisants. Une compilation de 1000 noms associés au groupe du Sud et de 1500 à celui du Nord. Sur cette base, une mission conjointe anglo-américaine de contre-insurrection fut menée au cours du premier hiver d'après-guerre. Sous le nom de code Opération Nursery, une série de raids menés en 1945 à 1946 permit de capturer la quasi-totalité de la direction du HJ Werwolf. Axmann et ses principaux agents de liaison, Memminger et Overbeck, furent arrêtés en décembre 1945, tout comme l'un des principaux partenaires commerciaux de Heidemann. Après la première série d'interrogatoires, une patrouille américaine fut également envoyée dans les Alpes pour prendre d'assaut un chalet où les conspirateurs du HJ se réunissaient fréquemment et où ils avaient stocké une cache d'armes. Après une ascension de 4 heures dans une tempête de neige aveuglante, le chalet fut retrouvé presque enseveli sous la neige et 2 guerrilleros du HJ furent capturés. Le 7 janvier 1946, Heidemann et ses principaux collaborateurs furent arrêtés. 565 000 marks furent découverts dans la chambre de Heidemann, encore emballées dans des enveloppes de la Reichsbank. Axmann a été jugé par un tribunal de dénazification de Nuremberg en mai 1949 et condamné à 3 ans et 3 mois de prison en tant que coupable principal. En août 1958, un tribunal de Berlin-Ouest lui a infligé une amende supplémentaire de 35 000 marks. Après sa libération, Axmann a travaillé comme représentant commercial à Gelsenkirchen puis à Berlin. Il est décédé le 24 octobre 1996 à l'âge de 83 ans à Berlin, en tant que dernier survivant ayant un grade équivalent à celui de Reichsführer au sein de l'appareil central du NSDAP. Le Werwolf ne fut pas une expérience uniforme dans toute l'Allemagne. Certaines régions devinrent des foyers d'activité particulièrement intenses et leurs histoires révèlent à la fois les possibilités et les limites du mouvement. Dans le Harz, la chaîne de montagnes du centre de l'Allemagne, l'activité de guérilla a persisté pendant plusieurs mois après l'occupation de la région. Un hôtel et une tour radio sur le mont Brocken ont été détruits lors d'une attaque de guérilla le 30 avril 1945. Dans la forêt de Thuringe, autre bastion nazi traditionnel, des cellules du Werwolf ont opéré bien après la fin de la guerre. Les archives soviétiques et celles de la police communiste polonaise indiquent que les hommes-loups sont restés actifs tout au long de 1945 et 1946 en Allemagne de l'Est et dans les territoires annexés par la Pologne. Des interceptions radio ont montré qu'environ 200 Werwolf sont restés derrière le front soviétique en Prusse orientale après la fin de la guerre et, selon un témoignage oculaire, des partisans allemands dans les forêts de Poméranie orientale ont réussi à sauver des civils allemands de la déportation vers l'URSS. En Silésie, la péninsule ethnique allemande à l'est, le Werwolf s'est montré plus actif que partout ailleurs sur le front oriental.
À l'est de Neitkop, les membres d'un groupe Werwolf composé de 10 hommes ont été complètement encerclés par une patrouille du NKVD soviétique, mais ils ont tout de même tenté de se frayer un chemin à coups de fusil, perdant 7 des leurs au cours de l'opération. En Autriche orientale, un détachement du Werwolf qui effectuait une reconnaissance d'une colonne blindée soviétique près de Bruckan der Leitha fut repéré par l'ennemi. La riposte soviétique consistait à localiser les espions dans leurs tranchées, puis à passer sur les creux avec les chenilles de leurs chars. À l'extrême sud, les Alpes offraient le refuge naturel dont les planificateurs avaient rêvé. Les groupes HJ, qui avaient été dirigés vers le sud, trouvèrent des chalets d'entraînement près de Benediktbörn, qui furent entretenus par du personnel HJ et SS pendant des mois après la capitulation. Le sergent Reutemann préparait avec enthousiasme des plans pour attaquer les civils locaux qui coopéraient avec les Américains. Le garde forestier Hoffner tenait les occupants des chalets informés des événements dans les vallées peuplées. Ces installations ne furent abandonnées qu'en juillet 1945, lorsque les Américains lancèrent des raids dans les montagnes environnantes. L'histoire de Walter Kuhn, âgé de 18 ans, capturé par le CIIC le 2 juillet 1945 alors qu'il sortait des collines, illustre toute la diversité de cette expérience. Il avait été sélectionné pour diriger l'un des groupes de la HJ dans les Alpes. Ironie du sort, au moment de sa capture, Kuhn portait un pull aux couleurs de son ancien lycée new-yorkais. Il était le fils de Fritz Kuhn, l'ancien chef du Bund américain, un groupe de sympathisants nazis aux États-Unis. Le nombre de combattants de la HJ qui ont effectivement atteint les montagnes du Sud reste inconnu. Mais le chef de la HJ de Haute-Bavière, le HJ Generalmajor Panzer, avait des illusions assez irréalistes sur l'effet des activités de guérilla contre les Alliés qui avançaient, selon un rapport de contre-espionnage allié de l'époque. Dans la forêt noire, au sud-ouest de l'Allemagne, des groupes Werwolf ont maintenu une présence active pendant l'automne 1945. Près de la frontière suisse, à Singen, 2 douzaines de partisans Werwolf ont été dénoncés par leurs propres compatriotes et rapidement mis sous les verrous par les Français. Cette collaboration de la population civile avec les forces d'occupation pour démasquer les Werwolf a été l'un des facteurs qui ont le plus contribué à l'échec du mouvement. Les représailles soviétiques contre les communautés soupçonnées d'abriter des membres du Werwolf furent brutales. Dans le village de Kup, où un membre des jeunesses hitlériennes avait tué un officier soviétique qui avait violé une jeune Allemande, l'armée rouge riposta en incendiant le village. Un rapport du Vatican de l'époque décrivait ainsi la situation. Les représailles russes à certaines actions du Werwolf furent terribles. À l'aide de lance-flammes, les Russes ont détruit des villages entiers. Dans le district de Tropo/Opava, dans les Sudètes, les Tchèques ont exécuté tous les Allemands, hommes et femmes, d'un village soupçonné d'apporter son soutien aux Werwolf. Un épisode qui est devenu l'un des plus extrêmes de la violence d'après-guerre dans cette région. L'historien Perry Biddiscombe, dont les recherches menées dans les archives de 4 pays ont abouti à l'ouvrage de référence sur ce mouvement, a estimé que le nombre total de morts directement causés par les activités du Werwolf se situait probablement entre 3000 et 5500 personnes, y compris celles qui ont péri lors d'actes de représailles et d'opérations antipartisans. Un chiffre qui, dans le contexte de la guerre, ne représente qu'une goutte d'eau dans le fleuve de sang du conflit, mais qui s'avère significatif s'il est considéré en soi comme un exemple de terrorisme et de guérilla d'après-guerre en Europe. 6 facteurs principaux ont contribué à la désillusion généralisée concernant la guerre Werwolf. Premièrement, l'ensemble du programme reposait sur un postulat erroné, du moins en Allemagne de l'Ouest. Les Alliés étaient la seule force qui s'interposait entre la population allemande et l'occupation soviétique. Attaquer les occupants occidentaux était précisément le contraire de ce que souhaitait la majorité des Allemands. Deuxièmement, les principaux responsables du parti ont pris la fuite de manière honteuse face à l'avancée alliée, privant ainsi le mouvement de la crédibilité dont il aurait eu besoin pour susciter un soutien populaire. Troisièmement, la défaite de l'Allemagne fut bien plus totale que celle de pays comme la France ou la Yougoslavie, où les partisans disposaient de sources d'approvisionnement étrangères et d'un espoir justifié de victoire éventuelle. Quatrièmement, la population allemande, épuisée par des années de bombardements, de famine et de souffrances sans précédent,
était trop anéantie pour se lancer dans de nouvelles aventures violentes. La population épuisée par la guerre, a déclaré un général allemand, constituera un terrain peu propice à des activités de guérilla de quelque nature que ce soit, au-delà de celles de nature irresponsable et sporadique. Cinquièmement, la terreur des représailles ennemies contre quiconque hébergerait des résistants créait de puissants facteurs dissuasifs. La connaissance de la manière impitoyable dont leurs propres armées avaient toujours traité les saboteurs et les francs-tireurs dans les territoires occupés façonnait les attentes des Allemands quant à ce à quoi ils pouvaient s'attendre. Sixièmement, et plus fondamentalement, la majorité des Allemands, au printemps 1945, ne croyaient plus en la cause. Le régime nazi était isolé et déconnecté de la réalité de son propre peuple depuis 1944. Prutzmann fut capturé par les Alliés dans les derniers jours de la guerre. Sous leur garde, il se suicida en avalant une capsule de cyanure. Gudrun Margaret Elfriede Emma Anna Himmler est née le 8 août 1929 à Munich. Elle était la fille unique et légitime de Heinrich Himmler et de son épouse Margarete. Son père l'appelait Pupi, petite poupée, et l'adorait au plus haut point. La fillette a appris les stratégies militaires sur ses genoux, l'a accompagnée lors de visites d'inspection dans les camps de concentration et a grandi convaincue que son père était un homme d'une valeur extraordinaire pour l'Allemagne. Lorsque les forces britanniques arrêtèrent Himmler le 20 mai 1945 et qu'il se suicida 3 jours plus tard avec une capsule de cyanure cachée dans la bouche, Gudrun fit, selon les rapports, une dépression nerveuse. Mais ce ne fut pas la dépression à laquelle on aurait pu s'attendre. Ce n'était pas l'effondrement de celle qui découvre que son père était un meurtrier de masse. C'était l'effondrement de celle qui perd son héros. Jusqu'à la fin de sa vie, Gudrun Himmler soutiendra que les Britanniques avaient assassiné son père alors qu'il était sous leur garde. Gudrun et sa mère furent arrêtées et contraintes de témoigner lors des procès de Nuremberg. Après la guerre, elle travailla comme couturière et secrétaire, mais son nom de famille était un fardeau. Elle perdait ses emplois dès que son identité était découverte. Un commerçant lui suggéra de se marier pour acquérir un nouveau nom de famille. « Je refuse de vivre ma vie dans le mensonge », répondit-elle en 1961 au Boston Globe. Elle refusa pendant des années de changer de nom. Quand elle s'est finalement mariée, c'était avec Wolf-Dieter Burwitz, un journaliste qui allait devenir responsable du Parti national-démocrate d'Allemagne, NPD, un parti d'extrême droite. Ils eurent 2 enfants. Entre 1961 et 1963, Gudrun travailla sous un faux nom comme secrétaire au siège du Bundesnachrichtendienst, BND, les services de renseignement extérieur de l'Allemagne de l'Ouest, à Pullack, au sud de Munich. Elle fut licenciée en 1963 lorsque les autorités découvrirent sa véritable identité. La seconde carrière de Gudrun s'est déroulée dans l'ombre du néonazisme organisé de l'après-guerre. Elle est devenue une figure centrale de la Stilhilfe, l'aide silencieuse, une organisation créée après la guerre pour aider d'anciens officiers SS et d'autres fugitifs nazis à échapper à la justice et pour apporter une aide financière à leurs familles. La Stilhilfe a aidé Klaus Barbie, le boucher de Lyon, chef de la Gestapo de Lyon responsable de centaines de morts, de tortures et de déportations. Martin Sommer, surnommé le bourreau de Buchenwald, était également présent. Gudrun fut l'une des figures les plus actives de ces réseaux. Elle a nié l'Holocauste jusqu'à la fin de ses jours. Elle est décédée le 24 mai 2018 à Munich, à l'âge de 88 ans. Si Gudrun Himmler incarnait la loyauté filiale transformée en instrument de perpétuation idéologique, Hedda Göring représentait quelque chose de peut-être plus troublant dans son innocence, l'incapacité absolue à transcender la mythologie familiale. Hedda Göring était née en 1938, fille unique du Reichsmarschall Hermann Göring et de sa deuxième épouse, l'actrice Emmy Sonnemann. En 1937, Hermann Göring lui offrit un yacht privé baptisé Karin II, en l'honneur de sa première épouse décédée, qui devint le symbole de la richesse démesurée que le deuxième homme du Reich avait accumulée. L'enfance d'Hedda fut d'une opulence extraordinaire. Elle vivait à Karinhall, le domaine familial regorgeant d'œuvres d'art pillées dans l'Europe occupée, avec des animaux exotiques, des jardins impeccables et une attention paternelle que la propagande nazie éleva au rang de mythe national.
À la fin de la guerre, le monde d'Edda s'est littéralement effondré. Ils ont fui le domaine avant l'avancée russe. Göring a été arrêté et s'est suicidé dans sa cellule à Nuremberg dans la nuit du 15 octobre 1946 avec une capsule de cyanure, quelques heures avant qu'il ne soit pendu. Edda et sa mère vécurent dans la pauvreté, sous le regard du public et en marge de la société. Les conséquences psychologiques de cette chute ont pris une tournure particulière chez Edda. Au lieu d'affronter la réalité de ce qu'avait été son père, elle a développé une dévotion absolue à sa mémoire. Lors d'une fête organisée à bord du Carin II dans les années 1970, alors déjà entre les mains de nouveaux propriétaires mais toujours un symbole reconnaissable, Edda fut présentée comme une relique nostalgique du Reich par les personnes présentes qui s'émerveillaient de sa fidélité à la mémoire paternelle. Edda a soutenu pendant des décennies que son père n'avait pas participé aux atrocités nazies, qu'il avait été fondamentalement incompris et que le procès de Nuremberg était une parodie de justice orchestrée par les vainqueurs. À l'âge adulte, elle s'est battue pour récupérer les biens confisqués à sa famille, des batailles juridiques qui reflétaient son refus d'accepter la légitimité des mécanismes de responsabilité de l'après-guerre. Elle est décédée en 2019 sans avoir modifié ses positions. L'histoire de Niklas Frank représente le pôle opposé à celle de Gudrun Himmler et d'Edda Göring. Il était le 5e fils de Hans Frank, gouverneur général de la Pologne occupée, homme qui a supervisé l'extermination de millions de Juifs et dont le nom est indissolublement lié à l'horreur du château de Wawel à Cracovie, luxueuse résidence de la famille Frank, alors que, à quelques kilomètres de là, les mécanismes de l'extermination étaient à l'œuvre. Niklas avait 4 ans lorsque sa mère, Brigitte Frank, l'emmena faire des courses dans le ghetto juif de Cracovie. Il se souvient des regards haineux des enfants du ghetto, sa perplexité face à la misère qui entourait cette étrange promenade, l'indifférence de sa mère. Hans Frank a été capturé, jugé à Nuremberg et pendu le 16 octobre 1946. Après la guerre, les enfants Frank ont dû faire face à une stigmatisation généralisée. Niklas a emprunté une voie que ses frères n'ont pas suivie, celle de la confrontation directe et sans concession avec l'héritage paternel. Il est devenu journaliste et écrivain et a publié en 1987 Der Vater, le père, une dénonciation dévastatrice de Hans Frank qui a secoué l'opinion publique allemande par la violence de ses jugements. Dans cet ouvrage, Niklas Frank s'adressait à son père décédé avec un mépris qui ne souffrait aucune nuance. Pour Niklas, Hans Frank n'était pas un homme pris au piège des circonstances historiques. C'était un criminel actif et un lâche qui a justifié ses crimes jusqu'au bout sous le couvert d'une conversion religieuse. Le livre a suscité la controverse précisément parce qu'il brisait le tabou de la piété filiale dans le contexte de crimes incompréhensibles. Le frère de Niklas, Norman Frank, a emprunté une voie différente, une ambivalence permanente oscillant entre le déni et la reconnaissance partielle, incapable d'aboutir à la condamnation définitive que Niklas considérait comme la seule réponse moralement honnête. Le 14 avril 1930, un garçon naquit à Obersalzberg dans les Alpes bavaroises que ses parents prénommèrent Martin Adolf Bormann. Son prénom était celui de son père, Martin Bormann, secrétaire du Führer et sans doute l'homme le plus puissant du Reich après Hitler. Le deuxième prénom, Adolf, lui fut donné en hommage à Hitler lui-même, son parrain de baptême. L'enfant grandit dans un luxe absolu, entouré par le vertige du pouvoir nazi à son apogée, et fut élevé dans le mépris violent de la religion qui caractérisait son père. Avec l'effondrement du Reich, Martin Adolf Bormann Jr. a été confronté à une crise d'identité dévastatrice. Son père a disparu dans les derniers jours de la guerre. Les restes de Bormann père n'ont été identifiés avec certitude qu'en 1998, lorsque des analyses ADN ont confirmé qu'il était mort près du pont de Weidendammer à Berlin dans la nuit du 1er au 2 mai 1945. Le jeune Bormann adopta le pseudonyme de Bergmann pour survivre. Il trouva refuge dans une famille chrétienne, ce qui déclencha une transformation spirituelle qu'il décrirait lui-même comme radicale. Il se convertit au catholicisme et fut ordonné prêtre. En tant que prêtre, Martin Adolf Bormann Jr. a enseigné dans des missions africaines et a participé activement à des dialogues visant à briser le silence autour de l'Holocauste et de l'héritage des auteurs nazis. Il est décédé le 11 mars 2013,
clôturant une vie marquée par la lutte pour l'identité et la réconciliation avec un passé défini par la violence et l'oppression. Son histoire est peut-être la transformation personnelle la plus improbable que les archives de l'après-guerre nazie aient enregistrée, du prince héritier du Reich au prêtre prônant la réconciliation. Brigitte Höss, fille du commandant d'Auschwitz Rudolf Höss, avait environ 7 ans lorsqu'elle courut vers sa mère pour lui montrer les fraises qu'elle avait trouvées dans le jardin. Elle ignorait que la terre qui maculait les fruits était de la cendre provenant du crématoire du camp d'extermination situé à quelques centaines de mètres de chez elle. Les enfants de Rudolf Höss ont grandi dans l'un des paradoxes les plus extrêmes de l'histoire du XXe siècle. Une vie familiale d'une apparente normalité, jardin bien entretenu, animaux, école, affection familiale, à quelques mètres du plus grand complexe industriel d'extermination que le monde ait connu. La famille vivait dans une villa de 4 étages construite spécialement pour eux à la lisière du camp. Les domestiques étaient des prisonniers. Les objets volés aux victimes décoraient la maison. Höss a été arrêté par les Britanniques le 11 mars 1946, jugé en Pologne et pendu devant les installations du crématoire d'Auschwitz le 16 avril 1947. Ses enfants se sont dispersés. La stigmatisation a été immédiate et profonde. Brigitte Höss a fini par émigrer aux États-Unis où elle a tenté pendant des décennies de se construire une identité distincte du nom qui figurait sur ses papiers. En 2013, la réalisatrice Vanessa Lapa a réalisé le documentaire Der Anständige, le décent, basé sur des lettres et des journaux intimes de Heinrich Himmler récemment découverts. Dans ce même contexte de révision documentaire de la période, l'historienne Catherine Himmler, une petite nièce de Heinrich Himmler, a publié en 2014 Himmler Privat, Brief ein Massenmörder, en collaboration avec l'historien Michael Wild, qui comprenait des lettres de Himmler à son épouse Margaret entre 1927 et 1945, ainsi que des lettres et des journaux intimes de Margaret et de la jeune Gudrun. Le livre a montré, avec des preuves directes, comment Himmler conciliait ses fonctions d'architecte de l'extermination avec son rôle de père tendre et attentionné. En juillet 2011, une collection de journaux intimes manuscrits de Joseph Mengele, le ange de la mort, d'Auschwitz, responsable des expériences médicales sur les prisonniers et de la sélection vers les chambres à gaz, a été vendue aux enchères pour $245 000. Ce prix a été payé par le fils d'un survivant de l'Holocauste, un juif ultra-orthodoxe, dans l'intention de les publier pour lutter contre le négationnisme et militer contre la discrimination. Les 3380 pages d'écrits couvrirent la période de 1960 à 1975 et comprenaient des anecdotes autobiographiques, des croquis, des poèmes et des réflexions idéologiques troublantes sur l'eugénisme, la surpopulation et le métissage. Rolf Mengele, fils de Joseph, a grandi dans l'Allemagne d'après-guerre sans connaître la véritable identité de son père. La famille lui a caché la vérité. Il a été élevé en croyant que son père était un médecin respectable mort pendant la guerre. Lorsqu'il a finalement découvert la vérité, déjà adulte, l'impact a été dévastateur d'une manière différente de ce à quoi on aurait pu s'attendre. Cela n'a pas entraîné une rupture nette, mais une lutte sans fin entre l'affection filiale résiduelle et l'horreur morale. Rolf s'est rendu en Amérique du Sud pour rencontrer son père. Joseph Mengele vivait alors au Paraguay et au Brésil sous de faux noms, échappant à la capture depuis 1949, bien qu'il fût l'un des criminels de guerre nazis les plus recherchés au monde. La rencontre fut tendue. Le père Mengele resta sans aucun remords, niant toute responsabilité dans les atrocités d'Auschwitz, insistant sur le fait qu'il n'avait jamais causé de tort délibérément. Rolf rejeta ses justifications mais ne le dénonça pas. Joseph Mengele est mort le 7 février 1979 à Bertioga, au Brésil, noyé après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral alors qu'il nageait dans la mer. Sa mort est passée inaperçue pendant des années. Rolf en a eu connaissance mais a choisi de ne pas révéler l'identité de son père. Il a pris un autre nom et s'est construit une nouvelle vie, soucieux de préserver ses propres enfants du stigmate lié au nom de famille Mengele. Mais l'ombre ne s'est pas dissipée facilement. Des années plus tard, Rolf se rendit en Israël et visita le mémorial de Yad Vashem,
dans un geste de reconnaissance des crimes de son père qui n'équivalait pas à une absolution, mais représentait la seule forme d'honnêteté que la situation permettait. Le silence qui a recouvert les crimes nazis dans l'Allemagne d'après-guerre n'était pas un phénomène spontané. Il s'agissait en partie d'un mécanisme de survie collective, comme le souligne l'historien Harald Jenner dans son analyse de la période 1945 à 1955, les hivers de famine de 1946 et 1947, la lutte quotidienne pour la survie dans des conditions anarchiques, l'ampleur des déplacements de population, 9 millions de personnes évacuées et bombardées, 14 millions de réfugiés et d'exilés, 10 millions de travailleurs forcés libérés et sans abri, laissait peu de place dans les esprits pour le traitement moral des crimes commis au nom de tous les Allemands. De nombreux Allemands qui n'avaient pas été persécutés par le régime nazi se considéraient eux aussi comme des victimes. Plus les hivers de famine, véritablement terribles, s'assombrissaient, plus la distance morale qui les séparait des victimes réelles semblait s'amenuiser. Dans les sièges sociaux, les tribunaux et les bureaux de la République fédérale, une grande partie de l'élite nazie a tranquillement conservé ses fonctions. Le philosophe Karl Jaspers fut l'un des rares à aborder publiquement la question du crime collectif dans les mois qui suivirent immédiatement la capitulation. Les procès d'Auschwitz de 1963 constituèrent le premier véritable ébranlement de cette amnésie institutionnalisée. Pour de nombreux Allemands, c'est à ce moment-là que la confrontation avec ce qui s'était passé en leur nom commença véritablement. Du point de vue de la génération la plus jeune, celle qui s'est mobilisée lors des manifestations étudiantes de 1968, les Allemands s'étaient couverts d'une honte extrême en reportant ces procès. Beate Klarsfeld a incarné de manière emblématique ce changement générationnel. En novembre 1968, lors du congrès de l'Union chrétienne-démocrate qui s'est tenu à Berlin-Ouest, Klarsfeld, alors âgé de 29 ans, s'est approché du chancelier fédéral Kurt Georg Kissinger et l'a giflé en plein visage devant les caméras en criant « Nazi !» Kissinger était membre du NSDAP depuis 1933 et avait travaillé au ministère des Affaires étrangères pendant la guerre. Cette gifle devint un symbole puissant, l'exigence d'une prise de responsabilité qui ne pouvait plus être reportée. La génération née vers 1950 et devenue active en 1968 estimait qu'aucun lien ne la reliait à la guerre, qu'elle n'avait aucune dette envers la honte de ses parents et qu'elle était en mesure d'exiger une prise de responsabilité que les générations précédentes avaient systématiquement évitée. Cette revendication était éloquente et transformatrice, même si elle n'était pas exempte d'une certaine rigidité. L'image que cette génération projetait des années 1950 en Allemagne comme une période de bigoterie étouffante et de déni universel a été nuancée par des recherches historiques ultérieures qui révèlent une vie intellectuelle plus ouverte, une critique plus active et une vie quotidienne plus contradictoire que ce que le mythe de 1968 était prêt à reconnaître. La question qui subsiste lorsqu'on examine l'ensemble du mouvement Werwolf, ses plans, ses opérations, ses hommes et ses femmes, ses enfants soldats et ses idéologues, est de savoir pourquoi il a échoué si lamentablement. La réponse est multiple et en dit long tant sur le nazisme que sur le peuple allemand dans son ensemble. Le problème organisationnel le plus évident était l'absence d'un leadership fort. Kreutzmann était intelligent et expérimenté, mais diriger son organisation depuis un train privé en perpétuel mouvement n'était pas la manière la plus efficace de construire un réseau clandestin. La lutte acharnée entre agences rivales, l'armée réquisitionnant des groupes Werwolf pour des missions tactiques ou de reconnaissance, Bormann les déployant comme force de terreur intérieure, Goebbels établissant un canal de propagande lançant des appels aux armes destinées principalement aux adolescents, a fragmenté l'organisation jusqu'à la rendre incohérente. Peut-être plus fondamental encore, Kreutzmann était prisonnier du cadre conceptuel clausewitzien selon lequel la guérilla est strictement un complément des opérations militaires régulières. Le Werwolf était à l'origine conçu uniquement comme un instrument de projection, c'est-à-dire de pénétration dans les territoires occupés, et non comme un vecteur de succession politique ou même de survie du système. Ce n'est qu'au tout dernier moment, dans un élan de désespoir, que la guérilla fut envisagée comme une tactique post-capitulation de type révolutionnaire.
Et même ces préparatifs improvisés de dernière minute manquaient de la profondeur et de la cohérence nécessaires. Le plus révélateur, cependant, fut le rejet généralisé de la population allemande. Des sondages américains menés auprès d'adolescents allemands en juillet 1945 ont révélé que bien qu'il existât un attachement inconscient persistant à certaines valeurs nationales-socialistes, la majorité des adolescents étaient pro-américaines et souhaitaient l'instauration d'une forme de démocratie semi-autoritaire en Allemagne. Les 3/4 de ces jeunes rejetaient leurs anciens dirigeants des jeunesses hitlériennes et suggéraient que ces chefs se voient interdire d'occuper des postes de direction au sein des nouveaux mouvements de jeunesse. Dans la région du Rhin, un cuisinier de l'entreprise Hibernia conduisit volontairement des agents du CIC américain vers plusieurs des galeries souterraines creusées par l'entreprise. Des civils allemands guidaient parfois directement les troupes d'occupation vers les dépôts de ravitaillement du Werwolf. Dans la ville de Singen, une bonne douzaine de partisans du Werwolf ont été dénoncés par leurs propres concitoyens. En somme, le Werwolf a révélé un régime qui, en 1944, était isolé et déconnecté de la réalité sociale de l'Allemagne. L'idée d'une dernière guerre populaire nazie était un fantasme qui contredisait toutes les données disponibles sur l'état d'esprit réel de la population. Le soutien au régime s'était considérablement érodé depuis les années fastes du milieu des années 1930. Même si les Allemands étaient trop épuisés physiquement et moralement pour se retourner contre le régime, ils étaient également trop désabusés par les notions de gloire pour incendier leurs maisons, tirer sur l'ennemi ou s'enrôler courageusement dans les rangs de la milice de masse. La population épuisée par la guerre s'avérera un terrain peu propice aux activités de guérilla de quelque nature que ce soit, avait déclaré avec honnêteté un général allemand. Le comité mixte du renseignement du chef, dans son évaluation du 11 avril 1945, confirmait que tous les rapports provenant de l'Allemagne occupée par les Alliés affirment que, s'il peut y avoir de l'amertume et du ressentiment face à l'attitude des troupes alliées et aux bombardements alliés, la masse de la population est apathique et désespérément épuisée par la guerre. Au chapeau. Le Werwolf fut l'avant-dernier acte de l'anarchie bureaucratique qui aboutit à une nuit noire d'illégalité et d'autodestruction du Troisième Reich. Ce fut aussi, selon les termes de Bidiscombe, une révélation de la véritable nature du régime nazi. Non pas un État totalitaire monolithique, mais un État polycratique, féodal, composé de principautés bureaucratiques rivales, généralement en conflit les unes avec les autres. Le 24 mai 2018, Gudrun Burwitz-Himmler est décédée à Munich. Jusqu'à la fin, elle a nié l'Holocauste. Elle n'a jamais renoncé à l'idéologie nazie. Elle était la dernière personnalité de premier plan à relier l'histoire d'horreur des SS à l'Allemagne contemporaine par un lien direct. Une fille qui n'a jamais cessé d'être la fille de son père. Edda Göring est décédée en 2019. Joseph Mengele n'a jamais été jugé. Rolf Mengele vit, sous un autre nom, quelque part en Allemagne. Martin Adolf Bormann Jr. est décédé en 2013, après avoir parcouru le parcours le plus improbable du siècle. De fils adoré du secrétaire du Führer à prêtre, enseignant la réconciliation dans des missions africaines. Niklas Frank, à 80 ans, continue d'écrire et de s'exprimer, réaffirmant sa condamnation de son père chaque fois qu'on lui pose la question, nous rappelant que la voie de la dénonciation est la seule qui mérite d'être qualifiée d'honnête. Les fils Speer ont entamé leur propre carrière sous le poids insupportable du nom de famille de l'architecte du diable. Albert Speer Jr. est devenu un architecte et urbaniste de renommée internationale, dont le travail se distinguait délibérément de celui de son père tant par le style que par la philosophie. Alors que Speer père utilisait la pierre monumentale pour glorifier le pouvoir, Speer fils concevait des villes pour le bonheur des gens. Les enfants de Heuss se sont dispersés à travers le monde, certains sous des noms différents. La question qui sous-tend toutes ces histoires est celle que la journaliste et écrivaine Tania Krasniansky a formulée dans son livre « Children of Nazi ». Comment négocier son identité lorsque le crime de sa famille n'est pas une honte personnelle, mais un crime historique d'une ampleur civilisationnelle? Les réponses que les enfants des dignitaires nazis ont apportées à cette question couvrent tout le spectre humain possible. Du déni total et de la complicité active de Gudrun Himmler à la quête désespérée d'expiation de Martin Bormann Jr., en passant par la confrontation brutale de Niklas Frank et le silence calculé de Rolf Mengele. Aucune de ces réponses n'est simple,
et aucune ne résout le problème de fond. Mais ensemble, elles forment le portrait le plus complexe et le plus troublant de ce qui se passe lorsque la monstruosité est aussi inexorablement ton père. Berlin, 1945. Au-dessus d'une ville qui avait généré 55 millions de mètres cubes de décombres, de quoi, selon les calculs des ingénieurs, construire une montagne de 4000 mètres couronnée de neiges éternelles sur le terrain du parti à Nuremberg, toute une génération a commencé à se demander ce qui s'était exactement passé et que faire de cette connaissance. Le terme « Stunde Null », l'heure zéro, que les Allemands ont inventé pour désigner la fin de la guerre, impliquait un nouveau départ à partir de rien, une ardoise vierge. C'était une illusion nécessaire, mais aussi une fiction dangereuse. Car comme l'illustrait l'affaire Eiling, ce serveur de Hesse qui était toujours en prison en 1949 en vertu de lois nazies que personne n'avait révisées, dans une cellule où le régime de Himmler survivait au-delà de la création de la République fédérale, l'histoire n'accepte pas la métaphore de la table rase. Les archives en gardaient la mémoire, les noms de famille pesaient lourd, les réseaux survivaient, les affaires prospéraient sous de nouveaux noms. Le werewolf a finalement échoué, non pas parce que les Alliés étaient invincibles, mais parce que les Allemands eux-mêmes ne voulaient pas de cette guerre que leurs dirigeants tentaient de leur imposer comme une fatalité. Les civils ont guidé les soldats américains vers les dépôts de ravitaillement cachés. Les mineurs ont affronté de leur propre corps les équipes de démolition de la SS. Les maires nouvellement ont refusé de cesser de travailler. Le peuple allemand, épuisé, affamé au milieu des décombres, a massivement choisi de vivre plutôt que de mourir pour une cause qu'il ne considérait plus comme la sienne. Mais les enfants des monstres étaient plus complexes. Pour eux, il n'y avait pas de choix simple entre la loyauté et le rejet. Ils avaient sincèrement aimé leurs parents avant de savoir qui ils étaient. Et certains d'entre eux, Gudrun Himmler et Eda Göring, ont choisi de continuer à les aimer même après avoir tout appris. Cet amour fut probablement la seule victoire que le Reich millénaire remporta dans sa défaite.